rappresentante molto illustre della storia dell'arte in Portogallo. Ha studiato tanto, diciamo, il patrimonio del... Dove non c'è? Vabbè, io non so se c'è o che non c'è. Ho notato un pochino che la prima cattedra dell'arte coloniale in Portogallo che è stata coronata grazie al professor Moreira, e anche la prima cattedra d'arte militare. Vorrei anche sottolineare il suo ruolo nel contesto di UNESCO per il riconoscimento di 5 città come patrimonio dell'umanità. Rafael Moreira ci parla oggi di Feux d'artifice e artifices de Feux o Portugal Baroque. Non so, Rafael parla francese o italiano? Francese. Perché sono stato invitato a parlare a Parigi. Ho scritto la mia relazione francese. Vabbè, siamo nella sezione internazionale adesso, secondo me va benissimo. Parlo in portoghese. Questo sarà un po' più difficile, ma leggo la parola. Donc, j'ai oublié de mettre, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le titre dans les images. Le titre est Feux d'artifice et artifices de feu au Portugal Baroque. Bon, l'histoire est bien connue. La Chine a inventé la poudre, l'Europe l'a prise, les Européens en ont fabriqué des canons, les Chinois ont fait le feu d'artifice. C'est l'histoire qu'on raconte toujours. Ce n'est pourtant pas exactement vrai, car les Chinois ont eux aussi connu l'artillerie de feu depuis au moins le XIIe siècle, selon Joseph Litter. L'invention de la poudre, ce mystérieux mélange de soufre, salpêtre et charbon de bois pulvérisé en grains minuscules si fins qu'un poudre cosmétique qui prend le feu en explosant, avait été faite par des archivistes chinois en quête de l'immortalité depuis la dynastie Song du 9e, 10e siècle. La première référence historique est dans un livre de Pékin de l'année 1044. Elle a trouvé sa voie de diffusion jusqu'en Europe pendant les 2 siècles suivants, ayant comme intermédiaire soit des missionnaires franciscains, soit des Arabes, la route la soie, plutôt que Marco Polo, comme le voulait la tradition. Mais les feux d'artifice sont toujours restés une affaire de l'extrême-orient. La Chine est le plus grand pays producteur de feux d'artifice. Le deuxième est le Brésil. Le Brésil, c'est incroyable, parce qu'au Brésil, on utilise beaucoup de feux d'artifice, même pour des événements personnels, quand on passe un examen à l'université, quand son équipe de football gagne un match, etc. Donc, le Brésil est mais le premier, la Chine. Et le premier exportateur de feux d'artifice. La plus ancienne compagnie dans tout le monde encore existante, la japonaise Kongo Bumi Company de Osaka, fondée 578 après le Christ, produit des matériels de construction et aussi des feux d'artifice. Les fêtes du Nouvel An chinois sont sans doute celles dans toute la planète où l'on trouve la plus intense consommation de ce type de spectacle pyrotechnique. En effet, le voyageur français Jean-Baptiste Tavernier écrivait déjà vers 1645, lors de son 3e voyage en Orient, que les Chinois surpassent toutes les nations du monde à ce respect. L'usage du feu d'artifice. En suivant, en effet, une coutume qui vient de la préhistoire, ils avaient l'habitude de jeter au feu des morceaux de bambou,
gros morceaux de bambou qui éclataient brutalement avec un grand fracas, comme un moyen d'éloigner les mauvais esprits. C'est encore aujourd'hui le sens des gros pétards, ce qu'on appelle les panchao, ça vient du chinois panchu, de Macao, qui annoncent les événements les plus importants. J'ai été beaucoup de fois réveillé lorsque j'étais à Macao avec des panchao très tôt le matin. Mais en Europe, malgré son regard du point de vue technique, la littérature théorique sur les feux d'artifice, la trattatistica sul fuoco d'artificio, est plus nombreuse et plus ancienne qu'en Chine. Elle commence par un classique, en Italie bien sûr, le livre La pyrotechnie du métallurgiste de Sienne, Baccio di Liguccio, publié à Venise en 1540, une année après sa mort. On peut citer ensuite le graveur lorrain Jean Naquier Haslé, avec son traité La pyrotechnie de Haslé, où sont représentés les plus rares et les plus approuvés secrets des machines et des feux artificiels, publié à Pont-à-Mousson en 1630. Et surtout l'ingénieur militaire savoyard Amédée François Fraisier, auteur du pionnier traité des feux d'artifice pour le spectacle, publié à Paris en 1706, que systématise ce qu'il appelle les feux de joie. Feux de joie, une expression qu'on traduit littéralement en portugais par fogos de alegria et en espagnol par fuegos de regocijo ou fuegos recreativos, selon le traité de Sebastián Fernández de Medrano, El Perfecto Bombardero y Práctico Artificial, publié à Bruxelles en 1791. Le fait essentiel dans l'histoire des feux d'artifice européens est leur opposition à l'artillerie militaire, l'usage esthétique contre la machine à tuer, ou à faire du mal. La pression psychologique de l'emploi utilitaire de la poudre comme une invention diabolique attribuée à un moine alchimiste allemand du XIVe siècle, le mythique Berthold le Noir, était tellement forte sur les esprits les plus éclaircis qu'on essayait de la compenser par son emploi pacifique pour la beauté et le plaisir des yeux et des sens, la fête, en particulier la commémoration des grands événements de la vie politique. D'abord, la réjouissance par les grandes victoires militaires, ensuite les célébrations jubilatoires publiques, en particulier celles de propagande et de continuité des dynasties au pouvoir, naissance, de princes, mariage, couronnement, mort, victoire, etc. Et troisièmement, la célébration religieuse. Mais c'est surtout en Italie que cette nouvelle forme d'extérioriser la joie publique acquit un statut de fête officielle. Ici à Rome, quand un pape était élu, le peuple accourait la nuit devant le château Sant'Angelo pour assister ébloui à la célèbre girandola de fuoco, de feu, qu'on y faisait, depuis au moins le début du XVIe siècle. La tradition attribue la girandola, aujourd'hui et depuis longtemps, elle est faite, je crois, le 29 juin, la fête de Saint-Pierre, la tradition attribue l'invention au génie Michelangelo, perfectionnée par Bernini. Elle semble être en usage depuis au moins 1611, avec la montée au Saint-Siège du pape Sisto IV della Rome. La plus ancienne représentation que l'on possède, restée peu connue jusqu'ici, est celle faite par l'artiste portugais Francisco de Holanda en 1538. On voit ici son album de dessin sur les antiquités de Rome qui se trouve à l'Escorial.
Le Portugal semble avoir resté un peu à l'écart de cette évolution, qui est passée très rapidement, peut-être par n'avoir jamais subi l'horreur d'une guerre dans son propre territoire. Ça a fini au XVe siècle. On ne connaît pas d'allusion à des feux d'artifice qu'assez tard, en plein XVIe siècle, passé l'âge d'or de l'expansion maritime coloniale, qui a absorbé toutes les énergies du pays. La plus ancienne et plus sûre mention à feu d'artifice au Portugal se trouve justement dans le grand poème épique national, l'Illusiade, de Luis Camões, publié en 1592, mais écrit à Goa, en Inde, dès le milieu du XVIe siècle. En décrivant au canto 2, je ne vais pas le lire, l'arrivée de la flotte de Vasco da Gama dans son voyage inaugural de liaison maritime directe entre l'Europe et l'Orient, en entrant dans le port ami de Malindi, en Afrique Swahili, l'actuel Kenya, au nord de Mombasa, les caravelles portugaises échangeaient avec les habitants des coups de feu, je peux le dire, raios de artifício, des rayons d'artifice, os trêmulos cometas en imitant les comètes, dans lesquels les bombardiers ont fait son office. Responderam de terra, justamente, com raio volteando consumido. On leur a répondu de terre avec le rayon voltigeant avec un bruit, en tournant dans l'air, la roche en feu, etc. Ça, c'est une partie des Lusiades, le canto 2 des Lusiades. En employant une vision et en employant un vocabulaire qui montre qu'il était déjà familiarisé avec les spectacles pyrotechniques qui sans doute étaient déjà en usage à Goa, peut-être à Lisboa aussi. Camões avait vu juste, soit par les descriptions de la littérature classique, soit sous l'influence des feux d'artifice chinois et indiens, des empires mongols et de Vijayanagar, qui étaient aussi des feux d'artifice, des spectacles pyrotechniques du Portugal pendant le classicisme tardif du XVIIe siècle, ou de la fin du XVIe et tout le XVIIe, étaient des combats maritimes dont le contenu militaire était déguisé en fête, des naumachia plus ou moins modernisés. On en connaît des dizaines, toutes simulant des jeux d'artillerie très brillants, comme à l'entrée de Philippe II à Lisboa en 1581, ou d'autres inventions de feu, comme lors du mariage du duc de Bragança Dom Teodósio en 1703, ou les extraordinaires invenções de fogo, les extraordinaires inventions de feu, faites par de grands ingénieurs lors de l'entrée de Philippe III de l'Espagne, du Portugal, aussi à Lisbonne en 1719. En simulant des combats d'aventuriers contre des bêtes autour du château, ainsi que des machines en forme d'éléphants, serpents ailés, hydres ou salamandres, mais qui finissaient toujours en flammes, comme dans les failles de Valencia, ces fêtes fameuses de Valencia, encore aujourd'hui. Ou la prise de forteresses en bois, dont chaque bastion jouait plus de 200 bombes de feu, comme dans les fêtes des Jésuites à Lisbonne en 1622. Ou alors un tournoi entre cavaliers et géants, entre David et Goliath, entre le bien et le mal, avec beaucoup d'autres cas. Toujours accompagné de fracas et de grands bruits qui faisaient peur au peuple, ainsi qu'une variété de fusées d'artifice qui mettaient le feu aux vêtements. Foguetes voadores, foguetes rasteiros, busca-pés, cherche-pieds, lágrimas, larmes, cordas, girândolas, aussi, montantes, fusées montantes, lanças, rodas, roues, árvores, armes ou outros artifícios. C'est une liste qui apparaît dans un document de l'époque. L'effet cherché par ces artifices de feu était de recréer l'atmosphère chaotique de bruit, lumière et couleurs
d'une éruption de l'Etna. C'est une référence qui apparaît beaucoup de fois dans les documents de l'époque. Il faut faire quelque chose qui ressemble à une éruption volcanique de l'Etna. Les chroniques n'oubliant jamais de souligner que ce spectacle avait été le meilleur que l'on avait vu ou un des plus notables dont on avait parlé, toujours. Leur mémoire était conservée à travers de nombreuses productions d'opuscules imprimés, quelquefois illustrés par des gravures, une gravure. Ainsi, on échappait à laisser évaporer dans l'espace et à disparaître dans le temps ces spectacles suspendus à l'oubli, ces chefs-d'œuvre de la pyrotechnie qui était, et est toujours, le plus éphémère des arts éphémères. Il ne faut pas oublier, la pyrotechnie est le plus éphémère des arts éphémères. Ça dure des secondes. Avec l'ouverture du royaume du Portugal à l'influence cosmopolite baroque de Londres et Paris et l'affirmation diplomatique du Portugal parmi les nations d'Europe, grâce au triomphe de la restauration, l'indépendance par la dynastie des Bragança contre les Habsbourg de Castille, la situation change d'un jour à l'autre. Toute la vie culturelle devient différente quand la paix est enfin signée avec l'Espagne en 1668. Déjà lors du mariage de Catherine de Bragança avec le roi d'Angleterre Charles II en 1662, de nombreux récits parlent de feu au palais et toute la ville pendant 3 jours, faisant la nuit, dont la clarté faisait la nuit paraître un jour. Le mariage du jeune roi Alfonso VI avec une princesse de Savoie en 1666 a été célébré avec les fêtes habituelles et diverses et différentes formes d'artifices, divers et différents feux d'artifices. Les premiers dessins de main de l'architecte royal sont conservés dans un album de fêtes qui ont été faites par le mariage du roi Afonso VI. Festas que se fizeram pelo casamento do rei Afonso VI. Au niveau des forteresses, dans cette image, au niveau des forteresses éphémères qui servaient en fait en bois, qui servaient de scène au spectacle pyrotechnique. Une constante de ces shows sont une lumière baroque. Dans la place en face du palais royal de la Ribeira, à Lisboa, palais au bord du Tage, ou même au milieu de l'eau, au milieu du Tage. Les mises en scène très mouvementées de combats allégoriques, un peu naïfs, du 7e siècle, entre bien et mal, combat entre bien et mal, donne sa place à des représentations plus convenables et plus tactiques pour être observées assis dans des balcons, des galeries, avec un sage regard baroque. Pour les cérémonies du même auteur, le cabinet des estampes du Musée national d'art ancien conserve une feuille de papier où l'on voit une des pyramides semblables à des pagodes chinoises surmontées d'une Minerve explosive et soutenant au long de ses 5 étages des séries de fogo artificial au fogo preso, feu fixe. Et à gauche, un détail des galeries, balcons ou varandas en portugais pour assister à ce spectacle. 1666. Le mariage de son frère cadet, successeur d'Empire II, avec Marie-Sophie de Neubourg, princesse de Heidelberg, en 1687, a été l'occasion de faire ayant d'inoubliables démonstrations d'expertise de jeux pyrotechniques, dont tout de suite ont été publiés au moins 3 livres avec sa description minutieuse, et on possède 2 albums graphiques, dont le plus intéressant à notre propos est un recueil de 30 beaux dessins faits par le jésuite allemand Père Johann Buchreich, Johann König, son nom, qui était un astronome, géographe, cartographe, professeur ici la situation de l'ancien palais royal de Lisbonne, qui a été remplacé par la place du commerce actuelle, Bobaline, au bord du Tage, avec le quai des colonnes au Tage.
Et ici le dessin de Johann König, Landreich. Il montre la session de feu du mar, feu de la mer, au milieu du Tage, qui a occupé le premier des 3 jours de fête de feux d'artifice. Un fort au milieu de la rivière, plein de feu, encerclé de 12 monstres marins explosifs qui tournaient autour de lui en lançant des roues giratoires de plusieurs couleurs. Feu aussi. Le deuxième jour a été fait un jardin sur la place du palais, ayant au centre la fontaine d'Hercule de Bernini, en fait d'Ercole Ferrate, et au troisième, le château de Saint-Georges, dans la partie haute de Lisboa, lançait une cascade de 9000 fusées surmontées d'une girandola, máquina semelhante à que em Roma se vê em várias festas do ano no castelo de Santo Ângelo. Traduit, une machine semblable à celle qu'on voit à Rome dans plusieurs fêtes au long de l'année au château de Saint-Ange. C'était un vrai spectacle assez complexe où intervenaient des acteurs figurant dans des scénarios élaborés en architecture éphémère et toute une iconographie en drap, malgré les énormes dépenses en poudre et les désastres qui s'en suivaient, provoquant une loi sanctuaire qui les défendait en 1641, en 1695, etc., plusieurs lois, mais qui n'ont jamais été accomplies. À l'inverse, les feux d'artifice deviennent de plus en plus spectaculaires au long du XVIIIe siècle grâce à l'or et au diamant des minières du Brésil. Commencent alors des grandes scénographies mythologiques en plusieurs actes, inspirés des théâtres de la Rome du dernier baroque. De vrais opéras au feu d'artifice. La musique et le chant étaient remplacés par le bruit des feux d'artifice. Lors du mariage du roi Jean V avec Marie-Anne d'Habsbourg, fille de l'empereur d'Autriche, Léopold Ier d'Habsbourg, en 1708, le proviseur des finances a ordonné une machine digne de la Real Magnificencia, digne de la royale magnificence, ayant une idée théâtrale en dessous que je ne vais pas lire. À la fin de ce spectacle de feu qui a duré 2 heures, on lit dans la relation des artifices de feu qui ont été faits au terrain de passe, à la place du palais, publié en même temps, tel un libretto. À la fin, tout a été consommé par le feu. Et il ne reste que des narrations imprimées de la mémoire, ces immenses édifices éphémères bâtis par des architectes renommés, dans ce cas-là, le maltais italien Carlo Gimac, qui après vient à Rome. La même tendance s'affirme avec le double mariage de la fille aînée de ce roi, Jean V, Donna Barbara de Bragança, Maria Barbara de Bragança, son mariage avec le futur roi d'Espagne, le prince Ferdinand, et en même temps le mariage de la sœur de ce prince d'Espagne, Mariana Vitória, avec l'héritier portugais, Don José, ce qu'on a dit l'échange des princesses, l'année de 1728, une fête très importante. Parmi les constantes cérémonies festives, toujours accompagnées de engenhosas fábricas de fogos de artifício, ingénieuses fabriques de feux d'artifice, il y a une très complexe machine pyrotechnique, máquina pyrotechnique, comme on l'a appelé à l'époque, érigée au centre de la place royale du palais de la Rivière, qu'on voit ici dans une gravure de l'époque. Un temple de Jupiter, bâti sur un rocher, avec tout un matériel éphémère, érigé au centre, avec un portique de 8 paires de colonnes, érigé devant le palais royal, soutenant un fronton circulaire surmonté de la statue de la renommée, sous lequel le père des dieux, Jupiter, assis sur l'aigle, tient un faisceau de rayons éblouissants de la main. On ignore l'auteur de cette belle architecture. J'ai proposé ailleurs le nom de l'italien, un florentin, fils d'un français, dont on a parlé ici, et hier aussi,
Giovanni Niccolò Servandoni, une personne très importante qui devrait être étudiée par lui-même, un grand producteur de ce type de spectacle multimédial, à Londres, à Paris, à Lisbonne, je pense qu'en Autriche aussi, dont le chef-d'œuvre réel a été la façade de l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est lui qui l'a bâti. On sait qu'une autre machine semblable avait été faite à Lisbonne la même année, 1728, par Antonio Canevari, le maître de l'auteur de la Fontana dei Trevi, qui est ici tout près, Nicola Salvi, qui était alors à Lisbonne, Antonio Canevari. Donc, ces machines de feux d'artifice éphémères étaient dessinées par des architectes moyens ou grands architectes. Et les machines de feu sont trop nombreuses et complexes au long du Settecento pour qu'on puisse donner ici des détails. Les récits publiés parlent même de diluvios de fogo, des déluges de feu. Elles s'intensifient même avec le romantisme du XIXe siècle, tout en changeant de caractère, c'est évident, et viennent jusqu'aujourd'hui. Hier, on a, je pense que c'est le professeur Mauricio qui a parlé de l'importance du temps. Ici, c'est un spectacle de l'année, il y a une année, 2016. Ce spectacle, ici, des bouquets de feu, en plusieurs couleurs, cet art d'illuminer le ciel se maintient dans une grande fête, un grand festival dans une ville du nord du Portugal. Ce sont les fêtes de l'agonie, Notre-Dame de l'agonie, attendent des marcheurs, des navigateurs. La ville de Vienne de Castelo, au nord du Portugal, la fête de l'agonie, la dernière semaine du mois d'août, sont remplis de feux d'artifice. J'ai quelques diapositives de cette fête. Ici, c'est un des jours de la fête, c'est le défilé des mordomos, des majordomes, les filles des agriculteurs riches de la région qui défilent avec des vêtements traditionnels et portant le trésor de la famille qui est tout l'or dans lequel ils investissent. Elles sont complètement couvertes d'or, surtout les fianciers. Ici, le pont de la ville de Vienne qui a été fait par Gustave Eiffel. Et ici, le pont, le dernier jour de ces fêtes d'Agonia. Si vous voulez Vienne de Castelo, la dernière semaine du mois d'août de cette année, de la prochaine année, vous verrez ça. C'est la cascade de feu qui dure une demi-heure de feu d'artifice jeté du pont, du haut du pont. Finissons avec un exemple romain. Le roi Jean V, qui avait rêvé de faire de Lisbonne une nouvelle Rome, lors du mariage de sa fille aînée avec l'héritier du trône espagnol en 1728, duquel j'avais parlé, avait ordonné des fêtes à Rome, entre elles une macchina di fuoco artificiato, comme on lit dans la légende, à la Piazza di Spagna, en cachant la scalinata de la Piazza di Spagna. Placé sur des nuages cachant la scalinata, c'est le temple de Hyménée, le dieu du mariage, qui sert de plateau sur des nuages aussi, qui sert de plateau à plusieurs personnages allégoriques et mythologiques. C'est une mise en scène trop complexe pour être détaillée ici. Cette architecture splendide a été sans aucun doute, je pense, conçue par un architecte portugais qui vivait à Rome alors, Manuel Rodrigues dos Santos, qui a projeté 4 années plus tard, en 1732, un des édifices iconiques de Rome, le couvent et l'église de la Trinità degli Spagnoli à Via Condotti, étudié dans le premier travail historique du grand historien Manfredo Tafuri. Laissons ici lire parce que c'est très semblable à cette architecture éphémère.
Cette architecture éphémère est une sorte de préparation pour la façade de l'église de la Trinità degli Spagnoli, à Via Condotti, juste en face du café Greco. Allez-y pour le témoigner. Laissons ici l'idée d'une recherche de fond sur cet auteur, Manuel Rodrigues, qui est un inconnu au Portugal, et toute la vie de la politique artistique, notre roi Soleil, qui a été Jean V, ici à Rome. Un travail qui a commencé il y a quelques années, mais on a laissé sans suite, et surtout dans le contexte européen dans lequel il doit être envisagé, à mon avis. Merci bien. Merci beaucoup, Raphaël, de cette communication très intéressante qui nous a amené dans l'univers de l'éphémère, qui est vraiment encore plus éphémère que les autres arts éphémères. Ces feux d'artifice, c'était passionnant, et ce qui s'est avéré aussi, disons que nous avons parlé ici des événements où il y avait de la musique, le chant, les architectures, et il y avait une certaine harmonie. J'avais eu l'impression, mais vous parlez des événements avec de grands bruits. Et je ne sais pas, l'évocation de l'éruption volcanique. Essentiel, le bruit. Essentiel. Et on a l'impression presque, en vous écoutant, ça devient de plus en plus fort. Parce qu'au XVIIIe siècle, le bruit est encore plus fort et l'évocation des éruptions volcaniques encore plus impressionnante. Donc il y a un univers qui s'est ajouté là à notre répertoire qui est quand même fort intéressant. Et ce qui s'est avéré aussi, c'est toujours cette perméabilité avec d'autres genres techniques ou artistiques. Donc c'est l'art militaire, ça vient de là. Et puis du coup, c'est utilisé pour les célébrations liturgiques, c'est utilisé pour les grandes fêtes. Donc on voit, il n'y a pas un dialogue là entre les genres artistiques qui est assez étonnant dans l'éphémère et qui est beaucoup plus accentué, prononcé que dans d'autres genres artistiques quand on parle de la peinture ou du genre monumental. Et on a aussi l'impression que cet éphémère, c'est ça ce qui est aussi pour moi a été aussi le résultat de votre communication, aussi d'autres communications aujourd'hui. L'art éphémère profite également, profite de tous les progrès. Si c'est pyrotechnique, si c'est hydraulique, donc il y a immédiatement une tentative de mise en forme, comme nous avons vu aussi dans la communication de Caroline Mann. Donc il y a une transmission presque immédiate de tout ce qu'on invente dans les différents genres scientifiques, artistiques, etc., pour en composer quelque chose et pour tester, pour une mise à l'épreuve de tous ces progrès. Et ce qui s'est avéré encore une fois, c'est le rôle essentiel de l'architecture là-dedans. Il faut de l'architecture. Je crois à l'éphémère sans architecture, si on parle bien sûr de l'art de la table, mais même là, on a pour parler des fontaines, il y a aussi des traditions de présenter des petites maisons sur les tables qui évoquent des différentes typologies architecturales, mais il semble quand même que l'architecture est un phénomène essentiel de l'art éphémère, comme votre forteresse en bois, là. Ça, ou le temple là, de Jupiter, ça fait de l'effet. Et en plus, ça a une force d'évoquer, je ne sais pas, des thèmes mythologiques, l'univers, l'âme, etc. Et le dialogue, là, encore une fois, entre architecture et sculpture, que nous avons étudié beaucoup aujourd'hui dans les différentes communications. Alors, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'observations. Il y avait d'abord Martine Botteux, ensuite Emmanuel Durand. Martine. Merci beaucoup pour cette très riche communication et qui se termine par un retour à Rome que j'attendais un peu. Cette histoire des mariages croisés. Alors, moi, je suis extrêmement intéressée par ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment une des premières fois où j'entends ça.
que ce serait le roi Jean V qui a recommandé cette fête à Rome, et donc il y a cette image. Moi j'ai toujours vu, si je me souviens bien, qu'il y avait un travail de Sali là derrière, et qu'il y a une gravure de Vasconi, il y a une peinture de Gianpaolo Pagnini. Comme vous avez dit très justement, c'est devant l'escalier de la Trinité des Monts qui est masqué. Cet escalier est à peine terminé, 1626, et ce qui est très intéressant, pourquoi il est masqué, c'est parce que ça a été payé par la France. La France qui a été exclue sur le plan de l'éphémère de la place d'Espagne, puisqu'il y a l'ambassade d'Espagne. Mais si on regarde bien ces images, sur la droite, on voit le peintre ou le graveur, je pense qu'ils ont été assez ironiques, et ils laissent voir un petit peu le départ de cet escalier français là derrière. Mais surtout, ce qui pour moi est une nouveauté, c'est quand vous parlez d'un architecte portugais. Ça, pour moi, c'est une totale nouveauté. Alors, je suis très heureux. Et moi, j'ai toujours pensé que ça avait été payé par l'ambassadeur d'Espagne et qu'un architecte portugais, c'est la première fois. Donc, je suis très intéressée d'en savoir un peu plus. Bon, en fait, ça a été payé par le cardinal Bentivoglio, mais c'était une façon de remercier au roi, parce que le roi était extraordinairement riche à ce moment. Il avait toutes les minières d'or, de diamants du Brésil, il était énormément riche. Il payait à Rome, il avait payé à Rome la fondation de l'Accademia di Portugal, Reale Accademia di Portugal a Roma, nel giardino, non Gianico, Parazio, Bosco de l'Arcadia. Si, c'est Bosco oui, Parazio. Oui, c'est Bosco Parazio. Donc il avait payé la reconstruction c'est dommage que Mariana Brancheri l'ancienne. Elle a été invitée parce qu'elle a fait sa thèse sur la politique artistique du roi Jean V, qui a payé la reconstruction du couvent de Aracelli, Santa Maria di Aracelli, qui a été démoli pour faire le monument de Vittorio Emanuele Capitolio. Et elle montre que l'importance des chefs-d'œuvre payés par le roi du Portugal était énorme. Ce couvent détruit, démoli, dont quelque partie encore reste ici et là. Il a payé aussi un grand palais, qu'aujourd'hui je pense que c'est un collège américain, aux environs de Rome, Palazzolo, le palais de Palazzolo, près d'un lac, dans les environs de Rome. Il a payé beaucoup de choses ici à Rome. Donc il a payé aussi cette fête. Mais cette machine di fuoco artificiato a été payée par le cardinal Bentivoglio. Et elle a été, à mon avis, elle a été dessinée par ce Manuel dos Santos, qui était un architecte. Je peux vous donner les dates exactes. Il a vécu vers 1702 et est mort en 1762. Ça, on le sait par des documents. Il a été l'objet d'une thèse présentée ici à l'Université de Rome il y a quelques années. J'oublie le nom, je vais le mettre ici. J'oublie le nom, mais si vous demandez Mariana Brancheri, elle le sait. Ce Manuel, je pense que c'était un chrétien nouveau, un descendant de juifs portugais. Son arrière-grand-père avait eu des problèmes avec l'Inquisition et probablement, c'était une famille riche, de commerçants riches de Porto, la ville au nord du Portugal, et probablement il est venu très jeune pour Rome, probablement pour fuir l'ambiance de l'Inquisition, fuir les possibles futures persécutions. Mais il était catholique, il était chrétien, et l'Inquisition ne pardonnait pas ses origines raciales.
donc je pense qu'il était un chrétien nouveau. Mais il a toujours vécu à Rome, il est mort à Rome, il n'a jamais retourné au Portugal, mais il a travaillé beaucoup pour le roi Jean V. Il a fait des travaux à la Chiesa di San Antonio dei Portoghesi, et il a fait pour les Espagnols, pour les trinitaires espagnols, cette chiesa, ce couvent, l'église de la Trinità degli Spagnoli, via Condotti. Maintenant, je pense que c'est dominicain, je pense. C'est un personnage très important qui n'a jamais été vraiment bien étudié. Vous avez raison de le dire. Il y avait une autre question d'Emmanuel. Oui, j'ai trouvé intéressant que le feu d'artifice introduit quelque chose qui n'était pas vraiment jusqu'à présent dans les communications, le thème de la destruction dans la fête. Plus exactement d'un feu paroxysmique, je ne sais pas si ça se dit, un paroxysme de la fête au bord de la destruction qui m'apparaît tantôt, et d'ailleurs en lien avec l'architecture, comme le feu du combat, le feu de l'incendie, notamment Castelsant'Angelo, le feu de la déflagration divine, antique, chrétienne, et du volcan aussi, voilà, naturel, notamment au XVIIIe siècle. Est-ce que ces thèmes, il y en a peut-être d'autres, il y en a au moins 4 types de feux, combat, incendie, est-ce que dans l'histoire, on peut les suivre? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que le thème du volcan, c'est vraiment le XVIIIe, me semble-t-il? Oui. Parce qu'il me semble qu'au début du XVIIe, notamment dans les carousels, il y a des montagnes enflammées. Oui. Il y a ça. Oui. Au début, au XVIIe, ce n'est pas mentionné directement. Seulement au XVIIIe, on parlait des références explicitement à l'Etna. Mais c'est probable déjà au XVIIe siècle, il y ait cette idée de destruction naturelle par un volcan. Mais je pense que c'est une idée que le feu détruit tout. Parce que la même chose se trouve dans les fagnes à Valencia, en Espagne. Il y a de grands monuments bâtis en bois, mais qui, à la fin de la fête, sont tous complètement détruits par le feu. C'est-à-dire le feu qui fait la fête doit détruire l'objet de cette fête. C'est une idée philosophique, si on veut. Oui, mais Ça si je peux me permettre, ça détruit pas. le feu purifie aussi. Oui, ça suffit aussi. Mais je crois que aussi dans les feux d'artifice, enfin, du moins tous ceux que j'ai étudiés, il y a parfois des accidents et ça brûle un peu. Mais l'idée est quand même, ça coûte très cher, hein, et l'idée est quand même de récupérer les matériaux, en particulier toutes les structures en bois qui sont en dessous, et le bois était un matériau cher. Et donc, ça ne brûlait pas, sauf erreur de parcours. Rafael. Bonne Oui. tarde. Je voudrais... Sabine. Si. Ciao. Seulement un mot, j'étais en train de travailler sur le fait des colossi di fuoco à Palerme entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe. Il y a un article qui va sortir. Et pour ça, on a par exemple des très très belles descriptions de la création de ces colossi et de toutes les décorations. Donc ma question, c'est sur l'histoire matérielle. Comme vous savez bien, c'est ce qui m'intéresse, l'histoire matérielle. Quels sont, pour Portugal, est-ce qu'on a la possibilité des fonds d'archives qui peut documenter bien l'histoire de la création matérielle, soit des commissions de cours, soit des commissions de la ville, parce que, comme vous savez, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus de l'iconographie et tout le reste, l'interaction matériellement. Parce qu'après l'article de John Moore sur la Kinéa, moi, je n'ai pas trouvé, je ne trouve pas des articles sur l'éphémère qui vraiment reconstruit l'histoire matérielle de la construction. Tu veux dire des listes de dépenses de matériel? De la construction, de l'assemblage. Pour le 18e, Ouais. pas pour le 17e, pour le
18e, il y en a beaucoup. Dans la municipalité de Lisbonne, l'archive, donc le site de Lisboa, l'archive de la Câmara municipale de Lisboa. Il y en a beaucoup. Personne ne l'a jamais fait. Sous les fêtes ou sotto le feste, sur les noms des fêtes ou comment il faut chercher? Ça je ne sais pas. Il faut commencer par regarder les Eduardo Freire de Oliveira. Ce sont 34 volumes. 34 volumes. Après, on peut le faire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Mais j'ai l'impression aussi que parmi les arts éphémères, c'est pas seulement le plus éphémère, mais c'est peut-être l'art qui a gardé sa tradition. C'est-à-dire, c'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les hommes d'État arrivent, on ne traverse plus les arcs de triomphe en bois en plâtre, mais le feu d'artifice, c'est parler des images les plus importantes de mon PowerPoint, qui sont celles de la fête, le festival Nossa Senhora da Agonia à Vienne de Castelo. Il faut absolument connaître ces fêtes. Donc il y a une longue tradition jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui, on tient sur la cascade, les bouquets de feu, tout ce spectacle. Et il y a même un aspect de globalisation. Vous avez parlé de Lisbonne-Goa, donc il y a vraiment quelque chose qui a fait de migration, des grands parcours de migration qui sont tout à fait intéressants. Ma questa tipologia di immagine dei fuochi di allegrezza che ebbero una diffusione esponenziale dal 600 in poi, anche tradotta da stampe, dalla circolazione di stampe e poi sempre successivamente vedute ottiche trasparenti che in tutta Europa circolano, alimentando questa passione per questi fuochi d'allegrezza e per queste feste e queste luminarie che certo a Roma trovano un acme appunto nelle feste di Castel Sant'Angelo, che è l'immagine che lei ha proiettato all'inizio, con anche apparati effimeri che rappresentano su Castel Sant'Angelo raffigurano le pagode cinesi, cioè le pagode cinesi. E questa passione per i giochi luminosi poi trovano nell'Ottocento, insieme alla circolazione di stampe, vedute ottiche, trasparenti eccetera, raggiungono l'acme poi con l'apparato dioramico, con il diorama, no? Ecco, a Roma in particolare una festa va, oltre Castel Sant'Angelo che è arcinota, è notissima, con il girando da Castel Sant'Angelo per la festa dei Santi Pietro e Paolo. Poi nel Carnevale romano c'era un'altra festa basata sulla luminaria, che è la festa dei Moccoletti, che è rappresentata migliaia di volte, che vedeva nel corso a Roma cioè l'accensione di migliaia di candele che decidevano, cioè praticamente che sottolineavano la fine del Carnevale. Quindi c'è questa festa luminosa. In Portogallo il periodo più intenso di feste di fuoco, con l'eccezione di Viana, Castello e di altri, è il periodo giugno, sono le feste di giugno, mese di giugno. Sant'Antonio 13 di giugno, San Pietro 29, no, San Giovanni 23 e San Pietro 29. Dove tutto è fuoco d'artificio, tutte le notte abbiamo fuoco d'artificio a Lisboa. Grazie ancora di questa bellissima comunicazione.